Eh bien le bonjour à toutes et à tous, vous êtes actuellement sur Loop Media et je suis Noah, c'est moi qui va diriger cette interview aujourd'hui. Et pour cette interview, nous sommes actuellement à Winoland et je suis en très bonne compagnie, je vous laisse vous présenter. Bonjour Noah, je suis ravi d'être avec toi pour cette interview. Alors moi je suis Geoffrey Lapère, le directeur du parc Winoland et je suis en compagnie de Steve. Voilà, bonjour Noah, bonjour à tous les auditeurs de Loop Media. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Donc moi je suis donc Steve Varenou, je ferai bien de le dire, et j'ai la chance d'être le responsable communication du parc Winoland. Eh bien écoutez, en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette interview. Et pour nos auditeurs, je tiens à préciser que 2 places pour le parc Winoland seront à gagner en fin de podcast grâce à une question qui vous sera posée. Et en attendant, nous, on va passer justement à la première question. Cette question qui est justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à ces postes, chacun d'entre vous ? Je suis en permanence au travail avec ma famille, notamment mon père et ma mère. Et donc mon père a donc acheté le foncier du terrain en 1997. Et nous avons fait l'inauguration du parc en 2008. Et finalement, moi, j'ai toujours travaillé à ses côtés. J'ai même orienté mes études dans les facs parisiennes en lien avec ce projet. Et lorsque j'ai été diplômé de la fac de Dauphine, à 23 ans, j'ai rejoint mes parents dans cette folle aventure du parc Babyland. Maintenant, on est devenu Winoland, mais au départ, on a simplement racheté un nom de marque, c'était Babyland Amiland. Et mon père était donc le fondateur sous une SARL, à 50% de part sociale et 50% de part sociale vis-à-vis de ma maman. Et donc moi, je suis arrivé dans un premier temps en tant que salarié jusqu'à 2020 où mon père a décidé de m'attribuer sa confiance et j'ai beaucoup de respect envers cette décision. Où finalement on a transformé la SARL en SAS et on est devenu un tiers avec mon père, ma mère et moi-même, où j'ai pris le poste de directeur général. Mon père est président de la SAS Winoland et ma mère est directrice administrative. Voilà. Et alors moi, c'est une histoire rigolote parce que je suis un fan parc de base et je faisais beaucoup de vidéos à l'époque avec le Lutétien, donc Pépère Ludo. Et puis un jour, il est venu chez moi pour dormir et il m'a dit: il y a un parc près de chez toi. Je lui ai dit: ah bon, il y a un parc près de chez moi. Et depuis quand? Il me dit: bah, depuis 2008. Et puis on est venu. Geoffrey était en repos et on s'est bien entendu. On a été bien reçus avec les équipes sur place ce jour-là. Et Geoffrey nous a dit: bah, j'étais pas là, revenez nous voir. On est revenu et on a beaucoup discuté avec Geoffrey. Le feeling est tout de suite bien passé. Et puis, parce que j'aime beaucoup Halloween, je lui ai dit: qu'est-ce que tu fais pour Halloween? Il m'a dit: voilà, on fait distribution de bonbons, défilé musical. Je lui demande s'il a une maison hantée. Il m'a dit non. Je lui ai dit: t'en veux une? Il m'a dit: une maison hantée, hein. J'ai dit: oui, oui, une maison hantée. Et il m'a dit: bah, pourquoi pas, mais bon, Covid. Et je dis: non, mais on va faire avec ce qu'on a. On va essayer. Si ça marche, tant mieux. Et puis, je pense que du coup, j'ai fait mes preuves. Et puis maintenant, j'ai la chance d'être en CDI ici. Voilà comment j'ai connu le parc et comment j'ai eu la chance de rentrer dans l'entreprise. Eh bien en effet, c'est une bien belle histoire que vous nous racontez là. Dites-moi, est-ce que vous avez la possibilité de nous présenter votre parc et notamment ses attractions principales ? Oui, je vais laisser cet honneur à Steve. Eh bien, merci Geoffrey. Alors effectivement, donc, le parc Winoland, c'est 34 attractions avec la nouveauté, 2 spectacles par jour. Voilà, c'est 230 000 visiteurs, c'est 6 points de restauration, 2 spectacles par jour avec le Circus Titi. Donc voilà, c'est vraiment un parc familial, et notamment cette année avec la nouveauté, le Pteranodon, qui est la première attraction thématisée du parc et qui a donc effectivement permis à Babyland Amiland de devenir Winoland. Et est-ce que vous pouvez nous dire précisément où est-ce que vous vous trouvez pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, s'il vous plaît ? Alors à Saint-Pierre-du-Perret, à 30 km au sud de Paris, à la limite du 91 et 77. Donc, Alors la question suivante, c'est une question extrêmement vaste. Comment est-ce qu'on gère un parc ? Typiquement, trouver une équipe, gestion des budgets, la gestion de nouvelles attractions et tout. Enfin, alors ça, tout c'est ceci. Geoffrey qui va répondre. Alors finalement, c'est une question qui est vraiment intéressante. Moi, je suis ici depuis 17 ans, donc j'ai vraiment vu l'agrandissement du parc d'attractions. J'ai aussi travaillé en parallèle avec ma famille où nous avons fait beaucoup de choses nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est des véritables passionnés du monde du loisir. Et c'est vrai que quand je voyais, moi, enfant, cette force de travail de ma mère et de mon père
pour finalement apporter un sourire sur le visage de chaque enfant et de chaque parent, je me suis dit, moi, je veux faire en fait la même chose. Mon père a eu la volonté de développer, on va dire, son affaire à travers le monde sédentaire, à travers la construction de son propre parc d'attractions, certainement pour se lever peut-être les limites que peut apporter l'installation d'attractions sur le domaine public. C'est pas facile. On est dans une corporation, on doit aussi s'entendre avec les élus qui, eux, ont ce pouvoir de décision de relancer un contrat sur l'installation d'une attraction. On est quand même dans un système qui est assez précaire. On n'a pas la garantie d'avoir sa place d'une année sur l'autre. Les fêtes foraines peuvent aussi être annulées. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, mon père, ayant développé le parc d'attractions dans un premier temps sous le nom Babyland, moi j'ai tout de suite compris que c'était mon créneau. Et lorsque j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite suivi ma famille dans cette aventure. Et à l'époque, mon père m'a dit « Ok, on est en 2008, l'inauguration a lieu, nous avons le maire de Saint-Pierre-du-Perret qui est présent, nous avons le député à l'époque, M. Georges Tron, et on avait également les maires des voisines aux alentours qui croyaient donc en notre projet. » Et mon père m'a dit, moi je vais continuer quelques années les fêtes foraines pour pouvoir financer le foncier 24 hectares et le financer correctement de façon à pouvoir pérenniser l'activité. Je lui ai dit ok, moi je vais commencer à lancer l'offre avec ma mère. Donc il a fallu faire des offres d'emploi, il a fallu contacter les villes en leur disant qu'on était des potentiels recruteurs. Et il a fallu aussi mettre en place cette première équipe en termes d'opérateurs et mettre en place une toute petite équipe en restauration. À l'époque, on n'avait qu'un petit chalet de restauration dans lequel on faisait quelques burgers, des barquettes de frites. On est vraiment en 2008, 2009, 2010. On faisait des journées à 100, 150 visiteurs, qui à l'époque était pour nous une très très grosse journée. Donc forcément, on a mis une équipe en place, on a continué à faire nos offres d'emploi et on a rencontré des personnes compétentes qu'on a su fédérer pour créer une véritable structure sociale. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait en 10 ans. Et ces personnes qui donc voulaient prendre carrière avec nous, on a fait un pas vers eux, en pérennisant l'emploi, en offrant un CDI, en leur expliquant qu'on te fait confiance pour la gestion de ce secteur. Et c'est ainsi de suite que finalement la structure sociale de Winoland s'est créée. Aujourd'hui, on a un responsable par secteur, nous sommes 10 en emploi stable, en CDI, et nous avons une armée de 80 saisonniers en pleine saison pour faire fonctionner le parc d'attractions. Toujours dans le registre gestion d'un parc, est-ce que vous avez une capacité maximale d'accueil dans le parc et combien de personnes est-ce que vous accueillez par jour environ ? Alors oui, c'est une très bonne question. On va dire qu'en termes d'espace, on a 24 hectares, c'est formidable. Donc on n'a pas de limite au niveau de l'espace. Là où on peut avoir des limites, c'est sur la capacité horaire des attractions et sur la capacité des 6 points de restauration à fournir. Et au sanitaire également. C'est sûr que faire la queue pour aller aux toilettes, c'est pénible. Quoique depuis 2 ans, on a développé un grand bâtiment de 80 toilettes qui fait qu'on n'a plus de file d'attente au niveau des WC. Aujourd'hui, pour passer un bon moment à Winoland, c'est une capacité de 3000 personnes. Au-delà de 3000 personnes, on a peut-être un peu plus d'attente dans les attractions, notamment au niveau de la rivière sauvage, où là, on peut avoir 45 minutes, 1 heure d'attente quand on dépasse les 3000 personnes. Eh bien écoutez, très bien, est-ce que vous pouvez nous présenter l'évolution du parc, de son ouverture jusqu'à votre nouveauté l'année dernière ? Le parc donc, a ouvert en 2008. Alors au début, pour une question de trésorerie, Geoffrey, tu me dis si je me trompe, il y avait beaucoup de manèges autonomes donc de chez SBF. Forcément, pour limiter la masse salariale. Donc c'était beaucoup de manèges autonomes, des petits trains, un mini carrousel. Les gonflables, je crois qu'il y en avait déjà dès le départ, des gonflables, Geoffrey. Exactement. Donc voilà, si c'est vraiment voilà comment a démarré le parc. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas la trésorerie pour avoir 80 saisonniers. Et puis maintenant, d'année en année, le parc c'est fait. Il y avait maintenant une belle trésorerie. Donc vous avez commencé à investir avec ta famille dans des coasters familiaux comme le Big Apple. Après est arrivée la Tour de Chute. La Grande Roue en 2000... quelle année la Grande Roue ? 2015. Voilà, et puis maintenant, on arrive en 2023 avec un mastodonte comme le Pteranodon. C'est-à-dire que oui, pour rebondir sur tes propos, il y a une configuration d'entreprise familiale et de passionnés. Donc ça signifie qu'on est parti de rien. Et on a cru en notre projet, c'est-à-dire qu'on y a été doucement. Et on a fait comprendre à nos clients
qu'on n'était pas un groupe financier dans la capacité de mettre sur la table plusieurs millions d'euros et de transformer le parc d'attractions en quelques années en véritable zone de loisirs connue et reconnue. Non, nous, on a étudié notre capacité financière à investir et surtout la capacité à payer les salaires tout au long de l'année. Le parc d'attractions, il est fermé pendant 4 mois et demi l'hiver. Néanmoins, on a quand même des salaires à payer et des frais fixes à payer. Donc, si on va trop vite, et j'ai quelques, malheureusement, échec story dans l'esprit de confrères qui ont voulu aller trop vite, arriver à un moment quand les factures arrivent sur la table, il faut être dans la capacité de les payer. Donc, il faut avoir cette prudence au niveau de la création d'une entreprise où il ne faut pas aller trop vite parce que même si le business plan a été fait correctement, on n'est pas à l'abri d'avoir des impondérables. Et dans le domaine des parcs d'attractions, la première donnée qui est clairement un impondérable et plutôt compliqué à gérer, c'est la météo. Donc on peut très bien avoir une magnifique saison parce qu'on a un juin, juillet, août, septembre ensoleillé, où bien sûr on va avoir un quota de clients même peut-être supérieur à ce qu'on avait escompté. Mais à l'inverse, si jamais on a surestimé les prévisions au niveau des projets financiers et qu'on a mis trop d'euros sur la table et qu'on se retrouve à faire une mauvaise saison, eh bien derrière, les dépenses sont les mêmes. Donc, bien sûr qu'on a mis du temps à se développer. On a mis 17 ans. Mais en attendant, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de créer un plaisir pour les visiteurs. Que les visiteurs prennent du temps à découvrir le parc ou qu'ils soient en nombre raisonnable, tant qu'ils repartent du parc d'attractions avec un sourire, je pense qu'on a gagné. On peut très bien dépenser 30 000 euros dans des 4x3 dans Paris. On peut travailler avec une quinzaine de radios. On peut mettre en place 5 commerciaux qui démarchent tous les comités d'entreprise de la région. On est quand même à Paris. On est à 30 km au sud de Paris. Il y a un bassin de population qui est très intéressant. Néanmoins, gérer cette évolution en termes de fréquentation, pour moi, c'est pérenniser l'activité de Winoland. Ok, eh bien écoutez, très bien. Question suivante. On parle souvent d'hivernage. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte ? Ah bah je te laisse parler de l'hivernage, c'est plus toi qui gères les manèges que moi là pour le coup. Moi l'hiver je suis pas trop sur le terrain, je suis plus dans le bureau moi. Alors finalement en fait quand on est dans un parc d'attractions c'est un univers plein de technologies différentes, diverses et variées. On a des attractions avec des systèmes pneumatiques, on a des attractions avec des systèmes hydrauliques, on a des grosses souffleries pour les gonflables, on a 6 points de restauration dont un restaurant principal, avec par exemple une cuisine sophistiquée derrière et une hotte avec un moteur. J'entends par là en fait chaque activité, chaque attraction ou chaque point de vente a ses caractéristiques bien précises au niveau de l'hivernalisation. Par exemple, on a les gonflables qu'on ne laisse pas à l'extérieur. Donc chaque hiver, lorsque nous fermons, on nettoie l'intérieur et l'extérieur de chaque gonflable et on les plie bien sûr secs. Si on les plie humides, on va avoir des taches de moisissure qui sont malheureusement indélébiles. Et donc le but, c'est de bien les nettoyer, bien les sécher et bien les plier pour les entreposer dans les ateliers pour le printemps prochain. Et donc chaque moteur, chaque soufflerie est également démonté, passé au Karcher pour être entreposé de façon à recommencer la saison prochaine avec du matériel qui est tout propre. Donc au niveau des gonflables, c'est beaucoup de travail manuel. Au niveau des attractions, on a aussi beaucoup de travail au niveau des moteurs. Chaque moteur est protégé. Pour la plupart sont démontés et envoyés dans les entreprises spécialisées pour une étude, éventuellement un réétuvage du moteur. Donc ils sont contrôlés de façon à pouvoir garder cet isolant au niveau des enrouleurs de chaque moteur. Et au niveau des éléments décoratifs, ils sont pour la plupart démontés et mis aussi à l'abri pour la neige et notamment pour éviter qu'ils se salissent et qu'ils perdent en couleur et en... Ok, souvent, pendant l'hivernage, on parle aussi beaucoup de la sécurité. Comment est-ce qu'on gère la sécurité sur des attractions ? C'est-à-dire qu'en fait, chaque attraction possède son carnet d'entretien technique et son manuel d'utilisation. C'est comme lorsqu'on achète un véhicule. On a notre carnet d'entretien avec les règles d'accessibilité. Donc, l'objectif finalement d'un exploitant comme nous, lorsqu'on achète une attraction, c'est de respecter les consignes de sécurité et d'accessibilité. Alors, ni plus ni moins, nous établissons donc l'ensemble des panneaux avec les pictogrammes devant chaque attraction et on établit également une toise de taille au niveau de l'accessibilité
où chaque attraction, bien sûr, possède ses règles spécifiques. Je prends l'exemple du Pteranodon, tiens, qui est une attraction accessible pour les enfants à partir de 1,05 m. En gros, ça signifie que chaque personne en dessous d'1,05 m ne pourra pas accéder à l'attraction parce que la corpulence de l'enfant ne permet pas justement de pouvoir entrer dans l'attraction en toute sécurité. Ce ne sont pas des règles qui sont prises à la légère, ce sont des règles qui proviennent de bureaux d'études en interne de chaque constructeur, qui nous demandent bien sûr de les vérifier. Et nous avons des contrôles de la préfecture régulièrement sur le parc pour veiller justement à la bonne mise en valeur de ces règles de sécurité. Je rebondis d'ailleurs sur les toises, parce que beaucoup de personnes pensent que ce sont les parcs qui choisissent. Non, c'est vraiment imposé par chaque constructeur, hein. On n'est vraiment pas, on décide pas nous-mêmes des tailles requises pour faire les manèges, hein. Ça, c'est important aussi de le dire. Tout à fait. Parce que beaucoup de visiteurs pensent que c'est le cas. Non, c'est vraiment imposé par les constructeurs. Depuis le départ de cette interview, vous parlez beaucoup de Pteranodon, mais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, Pteranodon c'est quoi et ça consiste en quoi? Le Pteranodon, c'est donc une swing tower, donc des chaises volantes, hein, pour être un peu plus large dans le thème. Donc de 30 mètres de haut, voilà, donc avec 24 places. Et donc c'est l'histoire d'un professeur qui s'appelle le professeur W, parce qu'on a vraiment thématisé, on a vraiment créé une storyline sur ce manège. Donc c'est un professeur qui cherche à faire revivre les dinosaures, et il est parvenu, hein, parce qu'il a créé un ptérodactyle qui s'appelle Max. Et donc il a besoin des visiteurs pour tester sa nouvelle machine, le Pteranodon, qui est une machine à remonter le temps et dans laquelle on peut s'envoler comme le ptérodactyle à 30 mètres de haut. Donc c'est avec un audio embarqué, un audio fait par Imescore. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est pas une attraction, c'est une expérience. Eh bien, en tout cas, vous le vendez très bien. Et ça, c'était votre dernière nouveauté. Oui, Et dites-moi, pour créer le Pteranodon, c'est combien de temps de travail? 2 ans de travail. Et vous êtes vraiment parti loin niveau thématisation. Il y a eu un vrai gap qui s'est fait entre le reste du parc et cette nouvelle attraction. C'est important de le préciser et il y a vraiment, on sent que c'est abouti, que le travail qui a été fait, soit de SBF, soit de votre part, vous avez vraiment mis la main à la pâte dans ce travail et ça se ressent. Et ça fait plaisir de voir ça. Ah, ça, c'est le cas de le dire, hein. Le bassin a été fait par les équipes du parc. Voilà, toute la thématisation du béton projeté par PetroArt. Les sujets ont été faits par Temix. Non, franchement, c'est un très très gros projet. D'ailleurs, quand on passe devant, on a du mal à se dire qu'il n'était pas là il y a encore 1 an et demi, 2 ans, hein. On n'arrive pas à imaginer maintenant le terrain vague comme il était avant. Oui, c'est vrai. Je me souviens quand on était en train de planter les poteaux en se disant ici, on aura notre bassin, ici, on aura notre bâtiment de la file d'attente. Aujourd'hui, on voit vraiment quelque chose d'abouti et c'est une fierté pour l'ensemble des équipes du parc. C'est vrai qu'on est sorti clairement de notre zone de confort avec cette attraction où en fait a découlé une véritable stratégie future où on a même décidé de changer le nom du parc. Donc elle inspire vraiment un nouveau souffle sur l'avenir de Winoland avec sa première attraction entièrement thématisée, scénarisée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur une véritable expérience qui demande qu'à être justement développée sur les futures années. Et donc on y a été au coup par coup avec notamment mon père, où le soir, lorsqu'on avait terminé notre journée sur le chantier, on a rencontré donc des difficultés et donc il a fallu réfléchir pour le lendemain tout de suite rebondir sur une solution. Celle qui me saute aux yeux, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est par exemple le bassin qui en soi paraît simple, mais ça a été un véritable challenge de concevoir un bassin nous-mêmes. Au niveau des parpaings banchés, au niveau du ferraillage du bassin, on est quand même sur un bassin de 40 mètres par 10. Donc ça veut dire qu'il faut bien étudier les quantités de béton et de ferraillage pour éviter justement que le bassin casse en deux à un moment donné ou un autre et qu'on ait une fuite d'eau. Ça, les visiteurs ne se rendent pas compte parce que finalement, la beauté du projet fait qu'on a l'impression que c'est simple. Mais derrière, c'est des choses qui sont étudiées, réfléchies et qui nous ont même donné des sueurs froides, à savoir est-ce qu'on allait dans la bonne direction ou pas. Donc, prendre des risques, ça a été le mot en fait d'ordre de ce chantier, mais prendre des risques qui sont mesurés et étudiés. À savoir prendre le temps de bien calculer le risque permet de le minimiser et de poser les bonnes questions à d'autres professionnels, à savoir Nigloland notamment, qui sont nos amis,
Monsieur Patrice et Philippe Gélis, que je salue au passage, bien entendu Rodolphe aussi, le fils directeur général, me disait bon, là 40 mètres par 10, c'est pas un si grand bassin que ça. Nous, pour le bassin du Krampus, nous avons travaillé de cette façon-là, donc je pense que tu pourrais le faire comme ça. Mais c'est des choses finalement qui aujourd'hui enrichissent notre expérience et qui nous donnent envie d'aller encore plus loin dans les prochains projets. Justement, vous avez parlé de projet. Vous êtes parti sur quelque chose de très thématisé pour le ptéranodon. Ça a marché puisque ça a fait beaucoup parler de vous. Par la suite, vous avez d'autres nouveautés qui ont été annoncées. On va commencer par celle de 2024 qui est un Magic Bike de chez Zamperla. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée est de continuer à développer cette zone dinosaure. En fait, on a des super retours au niveau du ptéranodon qui est la seule attraction entièrement thématisée sur le monde des dinos. Donc, on retrouve un véritable musée en guise de Q-Line avec la musique Imascore qui finalement accompagne le visiteur dans cette immersion. Et les excellents retours justement des visiteurs nous ont donné envie de développer la zone. Et donc développer la zone, c'est mettre en place d'autres attractions thématisées sur le monde des dinos. Et l'idée aussi est de pouvoir permettre à des enfants de différents âges et de tailles de profiter de la zone au complet. Aujourd'hui, le ptéranodon, il est quand même assez impressionnant. On est sur une hauteur de 30 mètres. On a des enfants qui ont peur et qui ne veulent pas monter. Donc ils se retrouvent à attendre, par exemple, le reste de la famille au pied de la tour. L'idée est de permettre peut-être à cette famille, ces autres membres de la famille, de profiter des attractions qui pourraient éventuellement être autour. Et donc, l'idée de se positionner sur le Zamperla est tout simplement la beauté de l'attraction. C'est-à-dire que le Magic Bike est une attraction que nous retrouvons dans énormément de parcs d'attractions. Donc en fait, elle a fait ses preuves. On s'est positionné là-dessus puisque on a réussi à travailler avec notamment Charles, que je salue, le commercial de chez Zamperla, sur une véritable décoration sur le monde des ptérodactyles. Donc on retrouve au-dessus de chaque nacelle un énorme ptérodactyle. Et lorsque nous pédalons, nous avons des capteurs dans le pédalier permettant de prendre en altitude pendant son ascension au niveau de l'attraction. Et donc, lorsqu'on lève les yeux, on retrouve le ptérodactyle. On a l'impression de se prendre pour un véritable ptérodactyle. Et puis après, on va aussi du coup agrandir la zone. On va par exemple les bûches dansantes qu'on a déjà sur place, les rethématiser en fonction du coup des dinosaures, puisque voilà, on veut vraiment avoir une zone complète sur les dinosaures. Sur le Magic Bike, toujours, vous avez des partenariats, dont SBF Visa Group. Donc pourquoi ajouter un Magic Bike de chez Zamperla ? Pourquoi passer à Zamperla d'un coup ? Alors justement, dans la conception de l'attraction, c'est-à-dire qu'en fait, on devient de plus en plus exigeant dans la mise en place des attractions. Et l'attraction de type Magic Bike sur le thème des ptérodactyles nous a fait de l'œil. Et je pense que cet ajout supplémentaire dans la zone de dinosaures, il n'y avait que Zamperla qui pouvait proposer une attraction comme celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler avec SBF Visa Group, puisqu'on s'entend très bien avec eux. Mon père a été super bien reçu par Monsieur Vittorio dans les années 2007, lorsqu'il a lancé l'offre de Babyland. Et lorsque nous allons visiter les usines à Montagnana de SBF Visa Group, on est superbement bien reçus. On visite les ateliers, on serre la main aux salariés et ils sont encore très présents pour nous aider à dépanner les attractions. Donc simplement qu'en fait, le parc d'attractions se développe. Et un parc d'attractions qui se développe a plus de fournisseurs, plus de constructeurs. Très bien. Vous avez également annoncé pour 2025 un modèle Vekoma Calypso sur le thème du train de la mine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, même pas qu'un peu. On a plein de choses à dire. Là, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve principalement pour la famille Lapère, parce que ce sont les dirigeants, mais c'est aussi un rêve pour les équipes, quand on est passionné de coaster et de parc, de savoir qu'on va avoir un Vekoma sur les terres de Winoland. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Il y a une excitation, il y a tout plein de choses, mais il y a une excitation, mais il faut quand même rester les pieds sur terre. C'est un gros projet, il ne faut pas se planter. Oui. C'est un très très gros projet. On est par exemple en termes de relatif, hein, on est, j'aime bien relativiser au niveau des budgets alloués au projet.
Le plus gros projet en 2015, la Grande Roue, 450 000 euros. Le deuxième gros projet du parc, qui est aujourd'hui encore le plus gros, le Pteranodon, 1,2 million, 480 000 euros la tour, et un peu plus de 700 000 euros de décoration, fondation et de masse salariale sur le chantier. On ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, on a la volonté de créer le premier train de la mine, donc le premier rail conséquent de chez Winoland à travers le fournisseur Vekoma. On est sur un budget de 2,2 millions uniquement Sur l'attraction. Donc derrière, il y a les fondations. On a reçu les entreprises de génie civil qui proposent de faire le travail pour un certain coût. Donc on est sur un projet fini, décoration, fondation, attraction, de 3 millions d'euros. On est presque au chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Donc encore une fois, on a envie de sortir de notre zone de confort et on y croit. On pense justement qu'il y a un véritable potentiel aux portes de Paris et qu'aujourd'hui, montrer d'une part à nos clients l'arrivée de projets aussi gros que celui du Vekoma, c'est montrer un véritable souffle d'avenir pour Winoland. Le Pteranodon, ça a été la première expérience de thématisation, de storyline. Donc il y a quelques petites erreurs même dans l'écriture de la storyline, mais justement, c'était la première expérience. Maintenant, on a de l'expérience là-dedans et on va pouvoir vraiment recréer encore une histoire pour que les gens, encore une fois, ne fassent pas une attraction, mais vivent une expérience. D'ailleurs, c'est l'un des piliers du monde du loisir et des attractions qui a expliqué à Geoffrey et à son père lors d'un YAPA et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'était Monsieur Zamperla qui a dit à Geoffrey et Xavier, les gens veulent de l'expérience. Et donc du coup, ça c'est bien resté dans nos têtes. Exactement. Quand Geoffrey m'a rapporté cette phrase de Monsieur Zamperla. Et donc voilà, maintenant on sait ce qu'on veut et on sait ce que les gens recherchent. Et ça va nous emmener, je l'espère, loin. Et puis pour rebondir aussi sur le fait de sélectionner une attraction Zamperla, c'est que j'ai envie de découvrir cette entreprise. Alberto Zamperla nous a reçus les bras ouverts il y a 2 ans ou bientôt 2 ans au YAPA de Londres en tant que président d'honneur, puisque finalement son fils Antonio avait déjà pris les rênes et il nous a reçus pendant une demi-heure sur le stand de Zamperla avec un petit café en nous expliquant qu'effectivement aujourd'hui la donnée la plus importante dans notre activité c'est l'expérience. Aussi bien offrir de l'expérience aux visiteurs que acquérir aussi soi-même de l'expérience pour prendre une décision plus rapidement. Et ça me restera gravé. La preuve, c'est que quand je suis rentré à Paris, j'ai tout de suite dit à mes équipes, notamment à Steve, j'ai rencontré un pilier du monde du loisir qui s'appelle Alberto Zamperla, et voilà ce qu'il m'a dit. Et paix à son âme, malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai eu la chance de dîner avec Antonio Zamperla pour le YAPA de Vienne, et en fait, je retrouve un fils qui a exactement la même mentalité que son père. Donc ça signifie qu'en fait, on est dans un cercle fermé où tout le monde se connaît, et c'est très agréable de travailler main dans la main dans ce secteur. Complètement. Et du coup, pour en revenir à la question, on se donne rendez-vous en 2024 pour du Zamperla et en 2025 pour du Vekoma. Et ça fait plaisir à dire. Oui, c'est clair. Eh bien écoutez, ça fait plaisir à entendre également. Faut savoir qu'on s'est baladé dans le parc tout à l'heure et vous avez parlé de vos nouveautés à venir pour 2024 et 2025, mais vous avez également parlé de nouveaux points de restauration, de nouveaux points de vente et de merchandising, de nouvelles zones thématiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tout ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par la mise en place d'une boutique souvenir. Juste à la sortie du Pteranodon, finalement, l'idée est de développer le merchandising sur le thème des dinosaures et principalement notre nouveau personnage Max, qui est le Pteranodon meilleur ami de Wino. On peut l'apercevoir tout en haut du rocher, juste à côté du Pteranodon, où donc on le voit chevaucher Max en guise de moyen de locomotion. Donc Max est devenu le meilleur ami de Wino. Nous travaillons 3 personnages maintenant à Winoland, qui tout simplement Wino, Winette, la mascotte fille, et Max qui est le ptérodactyle. Et donc l'idée de créer cette nouvelle boutique souvenir dans le land dino de Winoland est de justement prolonger cette immersion sur le monde des dinosaures. Et donc le Magic Bike sur le thème des ptérodactyles qui va être installé à côté du Pteranodon va permettre justement de souligner ce développement du land entouré justement par un nouveau point de restauration où on a envie de proposer une nourriture connotée, on va dire... Préhistorique, voilà. voilà. Tout à fait.
Donc on ne sait pas encore concrètement quel produit on va travailler, mais l'idée serait peut-être de travailler des ailes de poulet, des pommes de terre sur un bâton de bois, style Spirulo. Donc on pourra vraiment se croire dans le monde préhistorique. C'est les Voilà. objectifs des prochaines années. Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas jeter les os des ailes de poulet par terre. Pas comme à l'époque, c'est la seule chose qu'on demande. Tout à fait. J'ai remarqué sur votre compte Instagram que vous recherchiez régulièrement à agrandir vos équipes. Si c'est toujours le cas, comment les gens peuvent postuler? Alors c'est simple, hein, c'est mail recrutement@winoland.fr ou alors sur le site winoland.fr. Nous avons une rubrique recrutement où on peut déposer en ligne son CV et ses lettres de motivation. Et après, autour de tout ça, il y a aussi les job dating que nous faisons chaque début de saison, enfin avant le début de saison, au parc directement ou dans les salons qui sont organisés par les départements ou Pôle emploi et autres. Voilà. Je vous recommande de suivre le parc Winoland sur Instagram. Il poste régulièrement des petites annonces, donc je vous recommande ceci. On va passer aux questions des auditeurs, partie que j'aime beaucoup régulièrement. Ah, nous avons hâte de les entendre, ces questions. Alors, tout simplement, suivez-nous également Loop Media avec un S à la fin de Média sur Instagram. C'est là qu'on vous pose les questions pour que vous puissiez poser vos questions directement au directeur de parc. Voici la première question. Comptez-vous augmenter l'offre d'attractions aquatiques? Excellente question. Excellente question et je crois que ton papa y réfléchit d'ailleurs aussi. Je crois même que nous sortons, mais je ne sais Voilà. pas si j'ai le droit de le dire Bah, finalement. c'est ça, mais on n'a pas là. C'est-à-dire que ce sont des projets pour l'instant qui ne sont pas concrets, néanmoins ils sont à l'étude. On est resté bien 2 heures sur le stand de Intamin avec Branko Mamoula que je salue, que j'apprécie beaucoup, pour la présentation d'un grand flume avec un système de turbo magnétique pour justement créer une sensation nouvelle pour les visiteurs. Et donc j'ai l'offre qui est arrivée la semaine dernière dans ma boîte mail. Mais là on est sur une envergure, on va dire, de 2027-2028. Voilà. Mais effectivement c'est à l'étude. On avait également un autre projet de splash pad. Donc c'est un splash pad, c'est tout simplement une zone aquatique où on retrouve des éléments décoratifs sur le thème de l'eau, où on peut avoir par exemple des grosses fleurs qui vont jeter de l'eau, un grand seau qui va encore une fois jeter de l'eau, mais on est sur une toute petite quantité d'eau avec un récupérateur qui permet de traiter l'eau et le ressortir à travers ces éléments. Et donc c'est une zone qui permet de se rafraîchir lorsqu'il fait très chaud. Voilà, ce sont ces 2 projets-là qui sont à l'étude. Très bien. Question suivante. Après l'ouverture du Pteranodon et du futur Magic Bike, comptez-vous continuer à étendre cette zone sur les dinosaures? On l'a commencé avec le Pteranodon, on est loin de l'avoir fini. Tout à fait. En fait, on va travailler sur les 10 prochaines années 2 zones. La première, comme dit Steve, la zone dinosaure avec l'attraction principale, le Pteranodon. Et en parallèle, on va travailler la zone western avec l'implantation du premier train de la mine de chez Vekoma qui va permettre justement d'ajouter des attractions supplémentaires sur le monde du Far West. Ok. Question suivante. Avez-vous pour ambition de créer des aires de spectacle, mais thématisées en fonction du spectacle? Mais alors, c'est pour toi. moi, j'y ai déjà pensé. Effectivement, j'ai la chance d'avoir une carte blanche quand même, pas mal, avec la famille Lapère. Et par exemple, j'ai créé cette année un pôle entre guillemets animation avec un dinosaure en puppet. Du coup, là c'est déjà thématisé, hein, on fait ça devant le Pteranodon, donc c'est super. Et des pirates au niveau du bateau pirate. Donc le spectacle est né cette année en vrai sur une idée. Un jour, j'ai dit on va faire un combat d'épée. Bon, on n'avait pas d'épée, on a commencé à faire le combat pour voir si ça plaisait aux visiteurs avec des épées de la boutique en plastique. Elles ont fait deux spectacles. Elles ont fait 2 spectacles. Donc du coup, on a eu la chance ensuite d'avoir des épées donc de combat comme au cinéma ou dans les spectacles. Effectivement, les visiteurs sont plutôt contents. Donc je pense qu'effectivement, par la suite, mettre une vraie décoration pour le spectacle de pirates qu'on va faire évoluer. Et puis par la suite, peut-être un duel de cow-boy du coup au Far West. Voilà, les idées, on en a plein et ce serait vraiment super effectivement qu'on puisse faire des aires de spectacle thématisées.
Ok, ok. Au moment où on tourne cette interview, c'est juste avant le départ de votre saison d'Halloween. Oui. Et un de nos auditeurs nous a posé la question pourquoi faire une saison d'Halloween aussi courte. Alors, il y a 2 raisons. Je laisserai la deuxième à Geoffrey. Moi, la première, c'est que l'événement d'Halloween grandit similairement au parc d'attractions. C'est-à-dire que Geoffrey et sa famille ont créé, l'événement d'Halloween en 2015. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier flyer a été fait par Jean-Marc Toussaint, le créateur du Transdémonium du parc Astérix. Et donc, ça commençait sur 2 jours. C'était principalement les week-ends. Moi, je suis donc arrivé en 2020. J'ai créé la première maison hantée. C'était encore sur 2 jours. Manque de chance. Le président parle le mercredi soir en disant que le lendemain, tout fermerait pour le confinement. Donc, on a fait la maison hantée sur un seul jour. Mais quand on a eu les retours, on a commencé à se dire que ça pouvait être intéressant de le faire sur une semaine. Donc là, ça fait 2 ans, et donc là, ça va être la 3e année où on le fait sur une semaine. Je pense qu'il faut laisser l'événement Halloween grandir à son rythme. Si on voit qu'on a des bons retours, pourquoi pas éventuellement par la suite faire sur 2 semaines. Mais il y a une deuxième raison, et je laisse Geoffrey en parler, parce que c'est lui qui est plus... Je pense que Steve a clairement dit, en fait, un événement est rythmé aussi par sa popularité, et donc la façon dont il est perçu par les clients en termes de fréquentation peut amener à créer davantage de projets, parce que chaque projet a un coût et qu'il faut analyser la rentabilité du projet. Encore une fois, on est sur une période qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'il fait froid, il pleut régulièrement, donc on est tributaire de la météo. Ça veut dire qu'on peut avoir des journées où on n'a pas beaucoup de monde sur le terrain. Néanmoins, lorsque nous mettons en place les activités et les animations, on a un coût derrière non négligeable. Donc on doit avoir une espérance en termes de fréquentation. Aujourd'hui, Winoland est un parc modeste, à taille humaine, qui donc a des gros et beaux projets pour le futur. Néanmoins, cette période de octobre-novembre n'offre pas suffisamment de visiteurs et offre une instabilité qui est vraiment trop importante, très importante au niveau de la météo, où on n'a pas la garantie de faire la fréquentation escomptée. Donc, mettre en place des beaux projets, c'est ce que nous avons fait depuis l'arrivée de Steve avec notamment la Maison Hantée. La Maison Hantée, c'est quand même 5 comédiens par jour. Je l'ai quantifié à peu près 1 300 € par jour d'exploitation. Donc, il y a un coût non négligeable. Au niveau de la restauration, on a également développé des burgers de Halloween. Il y en a 4 notamment avec des noms assez sympas pour justement améliorer cette thématisation. On a également des comédiens qui déambulent dans le parc d'attractions. On a un atelier maquillage avec 2 maquilleuses, coiffeuses à toute la journée à temps plein pour les animations de Halloween. Donc on a, je veux dire, une dépense. Si on doit tenir l'ensemble des animations sur 15 jours, j'ai peur en fait qu'on n'ait pas la rentabilité escomptée. Voilà, ce sont vraiment les 2 points qui font qu'on fait l'événement sur 9 jours. Et on termine sur la question des auditeurs qui m'a le plus été posée. Mais quel est le devenir du Jetstar ? Ah, Oh ça, là c'est la là. question que tout le monde se pose. On voit qu'il y a beaucoup de coaster fans qui sont sur Loop Media alors. Hein. Le projet donc de en faire le premier roller coaster de Babyland à l'époque n'a pas abouti pour plusieurs raisons. La première est que l'attraction de son époque n'est pas automatisée, c'est-à-dire qu'elle est entièrement mécanisée. On n'a pas cette sécurité aujourd'hui de la norme 13814 où on a un PLC permettant justement d'avoir des capteurs dans les rails et pouvoir connaître justement l'emplacement de chaque véhicule et donc de garantir la sécurité des visiteurs. Je veux surtout pas dire que l'attraction est dangereuse, non, pas du tout. Je veux simplement dire que l'attraction nécessite une personne consciencieuse au frein et notamment dans sa gestion. Donc, dans un parc d'attractions, on travaille avec une armée d'opérateurs. Aujourd'hui, les opérateurs, ils ont parfois un comportement on va dire, de rêveurs. Et le smartphone et les réseaux sociaux est un véritable fléau pour les professionnels du loisir comme nous, où finalement, on a du mal à capter l'attention d'un bon opérateur, ou lorsqu'on a le dos tourné, il peut très bien sortir son téléphone. Donc, plusieurs solutions s'offraient à nous. Interdiction d'ouvrir l'attraction avec uniquement le cerveau humain en guise de protecteur des clients et de gestion de l'attraction. Non, ça, c'était pas possible, parce que mon père ne peut plus maintenant rester au frein à l'attraction. Il a 33 autres manèges à gérer, c'est pas possible. Faire confiance aux opérateurs, c'est la vie de nos clients qui est quand même en jeu. Donc, par sécurité, il y avait 2 solutions. La première était de se séparer de cette attraction et donc de la vendre. La deuxième était donc de l'automatiser entièrement. Et même de refaire quelques réparations dessus, notamment des nouvelles voitures. Sauf que le coût
justement de ce projet est tellement important et de trouver le constructeur capable éventuellement de refaire des voitures sur un rail qu'il n'a pas conçu, puisque le constructeur Schwarzkopf ne fait plus partie maintenant de l'aventure. Pour la petite histoire, c'est Geslauer qui a racheté la factory de Schwarzkopf. Et donc Geslauer nous a textuellement dit que non, il ne s'aventurerait pas dans la création des nouvelles voitures. Donc on a eu une porte fermée à ce niveau-là. Automatiser la traction, refaire passer des maquettes de voitures dans un bureau d'études ou au TÜV ou des choses comme ça, revient à un coût tel pour éventuellement une attraction qui a déjà plus de 70 ans, qui me dit que je ne vais pas avoir des soucis au niveau de la structure ou de la semelle ou de la ferraille. Je pense qu'elle a vécu et elle a eu des belles années et que maintenant, il est temps de mettre du neuf pour justement assurer une fiabilité, une garantie de sécurité et de tranquillité au niveau des équipes. Très bien, c'est la fin des questions des auditeurs. Merci aux auditeurs d'ailleurs pour leurs questions. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens juste à vous remercier et à saluer les personnes que je connais de chez Loop Media qui sont très sympathiques, Florian, Morgane, Valentin, voilà, Gaël. donc, Gaël. Voilà, on les salue tous et voilà. Et merci parce que Loop Media, c'est vraiment quelque chose de super. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait ta connaissance, Noah. Tu es très sympathique. Tout à fait, plaisir partagé. Eh bien, merci beaucoup. Et justement, dernière petite chose pour la fin. Avez-vous justement un petit mot de la fin pour cette interview ? Une citation. J'adore la citation « À chaque jour suffit sa peine et on verra demain ». Voilà, ça c'est la citation qu'ils disent souvent chez la famille de Geoffrey. Moi, le petit mot de la fin, c'est quand est-ce qu'elle passe l'interview, celle-ci ? Celle-ci, elle passera pendant la saison hivernale. D'accord, et bien du coup, rendez-vous en 2024. Vous êtes les bienvenus pour découvrir l'Optera si ce n'est pas encore fait et le Zamperla. Voilà, et merci à vous. Merci beaucoup. Et vive les parcs d'attraction. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans de si bonnes conditions. Vous êtes vraiment des gens très sympathiques et passionnés, et d'ailleurs ça se ressent sur le parc et notamment dans les nouveautés qui arrivent. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et écoutés jusqu'ici. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast sur Loop Media.